Bonjour à tous et toutes. Nous allons du coup ensemble rester dans la période médiévale tout en abordant d'une manière différente. En 1961, au cours de travaux d'aménagement au sein du château de Dieppe, fut mise au jour deux dépôts monétaires, deux ensembles en fût respectivement à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Les deux dépôts étant en total composés de 324 monnaies de billon, c'est-à-dire un alliage de cuivre et d'argent. Le premier présente la particularité d'être constitué majoritairement de fausses monnaies, toutes émises au nom de Louis XI. Enfoui entre 1475 et 1483 pour le premier ensemble, et entre 1520 et 1530, c'est moins précis pour le second, cette découverte va nous permettre de revenir sur le faux monnayage à la fin du Moyen-Âge et les critères permettant de considérer les monnaies comme n'émanant pas d'atelier officiel. En ce qui concerne le contexte archéologique de découverte, il est malheureusement trop peu connu pour en tirer suffisamment d'informations. Tout ce que l'on sait, c'est qu'au cours des travaux ayant lieu en 1961, l'archéologue Pierre Bazin, futur conservateur du musée de Dieppe de 1965 à 1996, mise au jour ce dépôt monétaire au sein de la salle voûtée située sous la cour, destinée à devenir la salle d'archéologie du château. À ce jour, aucune localisation précise, dessin archéologique, photographie ou mention de contenant ne nous sont parvenus. On a uniquement pour le coup les monnaies. Ces deux ensembles étant depuis leur découverte conservés au musée de Dieppe, ils ont d'ailleurs déjà été recensés et publiés par Yann Christian Mosgard, mais n'ayant pas été inventoriés, encore très partiellement nettoyés. La majorité des monnaies étant corrodées, il est alors difficile de considérer ces fausses monnaies comme telles. Je tiens d'ailleurs ici à remercier Pierre Kitz, conservateur du musée, pour avoir permis de mener à bien cette étude et pour avoir autorisé le prêt et le dépôt au CRAM au sein de l'université de Caen. Hop là. Donc maintenant, revenons sur le cœur du sujet. Donc, comme je l'ai dit, la particularité de ce dépôt réside dans sa composition. En effet, sur 324 pièces, 297 sont des fausses monnaies datant de la fin du XVe siècle, émises au nom de Louis XI. Majoritairement sous la forme de type monétaire spécifique, la plus grande majorité étant ce qu'on appelle des blancs, ce sont des monnaies que vous avez juste devant vous. Certains indices permettent rapidement de se rentrer sur la piste du faux monnayage, concernant la fabrication des monnaies elles-mêmes, mais aussi leur particularité de frappe et leur poids. Par exemple, leur poids est systématiquement en dessous de celui théorique des exemplaires officiels. D'autres éléments plus révélateurs furent ensuite examinés. Leur aspect cuivreux caractéristique, par exemple sur la monnaie donc de droite, vous pouvez voir cet aspect très cuivreux. La présence d'une argenture superficielle sur certaines, c'est-à-dire sur la monnaie de gauche, si on compare les deux, vous pouvez noter un côté plus argenté, mais uniquement en surface. Et l'absence de points secrets, c'est-à-dire que depuis Charles VI, précisément depuis 1389, les monnaies royales sont censées présenter un point sous une des lettres de la légende, la position de ce point permettant d'indiquer l'atelier l'ayant frappé. Si vous regardez ces exemplaires-là, vous notez que sous les lettres de la légende, il n'y a absolument rien. On peut aussi noter la présence d'une rose en fin de légende sur la majorité des faux blancs. Pour le cas, elle est ici. On peut se reconnaître, donc c'est bon, mais sur lequel nous reviendrons après. L'étude des liaisons de points, c'est-à-dire le but en comparant effectivement des exemplaires entre eux, afin de faire ressentir des différences et des similitudes, et de savoir si elles proviennent du même point monétaire, c'est-à-dire si elles ont été frappées exactement de la même manière, a permis justement de totaliser 14 coins de droit différents pour 19 coins de repère. Qu'est-ce que cela veut dire au final? Au final, ça permet d'avancer une production ayant été peu brassée par la circulation monétaire, ce qui est le signe d'une émission limitée et d'un lot provenant du même atelier. À travers ce petit échantillon, c'est-à-dire c'est un peu moins de 300 monnaies, on peut quand même estimer un nombre d'exemplaires produits à plus de 200 000 faux frappés à l'origine. Si on prend une estimation assez grossière, mais assez réaliste quand même. Enfin, un dernier élément plus amusant, mais tout aussi révélateur, je ne sais pas si ça va bien rendre, mais on va le voir ici, c'est qu'on va trouver dans ce lot de monnaie ce que j'ai pu appeler des erreurs de commande. C'est-à-dire des monnaies qui présentent des anomalies, aussi bien au droit et au revers, qui appartiennent à d'autres monnayages. On y retrouve ainsi des éléments appartenant à des monnayages provenant du duché de Bretagne, de la seigneurie de Trévoux. Là, en l'occurrence, vous avez le droit d'un blanc de Trévoux. Et bon, ça heureusement diapo, mais l'idée c'est que ce sont des monnaies au nom du roi de France avec des revers
complètement différents, ou même de l'évêché de Lausanne, donc du canton de Vaud en Suisse. Pour ça, je vous conseille d'aller voir l'exposition La monnaie est exposée. Hop là. Et tout à l'heure, je vous parlais de l'illusion de coin. Donc là, ces deux exemplaires permettent de faire une bonne illustration, car vous pouvez noter, notamment au niveau de la présentation du dauphin au centre, on peut voir que ce sont exactement les mêmes exemplaires. Donc, présentant une bonne qualité de gravure et de production, je reviens rapidement sur ces exemplaires, notamment sur l'exemplaire de droite, on peut vraiment remarquer que ce sont des très beaux faux. C'est un travail de professionnel bien équipé et qui possède un réseau de diffusion étendu pour arriver jusqu'ici, jusqu'à Dieppe. Une zone géographique en particulier peut, à cette période, donc au 15e, la deuxième moitié du XVe siècle, offrir un degré d'expertise et un niveau de production aussi élevé. Il s'agit de la vallée de la Meuse, donc là vous avez une carte contemporaine, région commerce prospère et possédant un nombre important de seigneuries, de petites seigneuries, qui vont battre monnaie, car elles sont situées entre le Royaume de France et le Saint-Empire germanique, et vont donc profiter et vont jouer sur les juridictions en ce qui concerne le monnayage. Ce dépôt monétaire serait donc une commande, passée auprès d'un atelier de la vallée de la Meuse, et exécutée par les faussaires exerçants, tout en étant destinée à être écoulée réellement au sein du Royaume de France. La seigneurie dont proviendrait cette production peut être celle de Récalme, située sur la rive gauche de la Meuse. Mentionnée dès le XIIe siècle, cette seigneurie est à l'origine d'un certain nombre d'imitations. Elle n'apparaît pas sur la carte, mais elle serait à ce niveau-là, au niveau de Maastricht. Concernant les seigneurs à l'origine de la frappe de ce dépôt, on ne peut pas être précis à 100%. Il semblerait qu'il s'agisse de Guillaume II de Sondrefé, qui règne du milieu des années 1440 à 1475, ou de son successeur Guillaume III, seigneur de 1475 à 1483. Les deux personnages imitent déjà leur propre nom des monnaies de leur ère géographique, mais n'hésitent pas non plus à copier très fidèlement les monnaies royales au nom du roi de France, et surtout un certain nombre de leurs monnaies présentent une rose en fin de légende. Bon là vous avez leurs armoiries, donc dessinées de son préfet. On note cette fleur de les armoiries, et je me permets de revenir rapidement sur cette fleur que l'on trouve sur l'exemplaire là. Je vais maintenant revenir sur la question de la fausse monnaie en Normandie au XVe siècle. Car il faut se poser la question du statut de ce monnayage très spécifique. Donc, comme vous vous en doutez, la pratique de l'imitation et de la contrefaçon est interdite au Royaume de France. Interdiction remontant par rapport à nous concernant au règne de Louis IX, et qui est appuyée par une bulle du pape Clément V en 1309, menaçant d'excommunication tout contrevenant. Pour l'autorité royale, ces monnaies peuvent donc être perçues comme des faux. Mais il ne faut pas omettre que si l'on suit l'hypothèse d'une frappe provenant de la seigneurie d'Arécalme, les seigneurs de Sondrefé sont avant tout des imitateurs. Ils ont le droit, et surtout ils ont l'habitude d'inscrire leur nom et titre sur les monnaies qu'ils diffusent. Or là, les monnaies de ce dépôt semblent bien être, non pas être des imitations, mais semblent bien être des contrefaçons frauduleuses au nom de l'imité. Le faux monnayage, il est constant tout au long du Moyen-Âge. On le retrouve à toutes les périodes, en particulier au XVe siècle, et la Normandie n'y fait pas exception. D'autant plus que, si on s'intéresse au contexte, ce n'est pas surprenant non plus. Le duché de Normandie n'est entièrement reconquis par le pouvoir royal français qu'en 1450, et les années de troubles ayant précédé cette reconquête ont gravement affecté la population, et la circulation monétaire s'en trouve grandement impactée. Car malgré la reconquête, entre les années 1450 et 1470, on constate que la majorité des monnaies d'argent, même des monnaies tout court qui circulent en Normandie, ne sont pas des monnaies françaises, ce sont des monnaies étrangères, qui proviennent d'Angleterre, de Flandre, ainsi que d'autres espaces, avant une reprise en main royale progressive à partir des années 470. Pour les monnaies, là je parle uniquement des monnaies d'argent, et pour les monnaies de billon noir, c'est-à-dire les monnaies courantes, les monnaies noires, la réalité est tout autre. Ces monnaies utilisées au quotidien font l'objet depuis le milieu du XIVe siècle d'un intense trafic de contrebande, via l'importation en quantité considérable de monnaies noires, provenant de la région de Maastricht, donc de la vallée de la Meuse comme on a pu le voir, mais aussi du Portugal, en direction de la Normandie et du Maine. Cette importation est réellement d'importance dans la deuxième moitié du XVe siècle, car ce monnayage d'imitation forme une large part des trouvailles de monnaie en contexte archéologique en Normandie et en Basse-Normandie, pouvant aller jusqu'à un tiers des exemplaires retrouvés sur les sites archéologiques. Il est donc vraisemblable de penser que ces fausses monnaies proviennent de trafic de contrebande. Au vu de cela, il est d'ailleurs possible d'avancer une nouvelle hypothèse. Importer des marges du Royaume de France, les monnaies... L'origine des fautes de ce dépôt est peut-être aussi en lien justement avec la reprise en main royale de la région.
les monnaies étrangères devenant progressivement interdites, les seigneurs contrefacteurs peuvent avoir été amenés à revoir leur stratégie d'importation et à produire de véritables contrefaçons au lieu d'imitation. Donc là, vous avez l'exemple d'un droit, d'un faux gros de roi. Et ce qui est intéressant sur cette monnaie, pourquoi je l'ai présenté, c'est que normalement, le gros de roi, c'est une monnaie qui a plus de 90% d'argent fin. Donc c'est quand même censé être une monnaie qui est censée être un argent pur. On peut voir qu'à l'aspect que ce côté fibreux, c'est quand même assez surprenant pour ce type de monnayage. Voilà. Maintenant, il va être question de revenir réellement pourquoi ce dépôt a été retrouvé au sein du château de Vienne. Un indice permet d'éclairer leur résistance et leur présence. Certaines monnaies étudiées présentent des formes de mutilation. La piste privilégiée est celle de la démonétisation après saisie, signifiant qu'elles ne peuvent plus avoir cours. En effet, les monnaies royales démonétisaient les faux pour les rendre inutilisables. Ceci pouvait se faire par percement, par pliure à 180 degrés, ou ici, comme sur l'exemplaire que vous pouvez voir, par coup de cisaille. Et bien, nous sommes donc indiqués ici. Donc l'origine des blancs cisaillés, pendant qu'elle fut sous prise d'un contrôle royal, ayant amené à la saisie de fausses monnaies, testées afin de garantir leur authenticité, et mettant à jour leur âme métallique particulièrement cuivreuse. Elles furent ensuite possiblement jetées au sein d'une fosse creusée dans la salle voûtée du château, sans qu'il soit possible à ce stade d'infirmer ou de confirmer une potentielle récupération afin de refondre le métal. La question du détenteur d'origine est difficile à estimer, en l'absence d'informations supplémentaires, et en particulier d'informations textuelles sur une éventuelle condamnation. Donc, de fait, à ce jour, il n'est malheureusement pas possible de savoir si ce dépôt a appartenu avant saisie à un distributeur ou à un individu ayant acheté un lot de fausse monnaie à un prix avantageux pour en tirer un bénéfice. Parce que, au total, l'intégralité de ces 297 fausses monnaies, ça représente une valeur assez faible. Ça représente 2278 demi-tournois, soit un peu moins de 10 livres tournants. C'est pas rien, mais c'est pas non plus une valeur excessivement élevée. D'ailleurs, comme je l'ai dit, ce dépôt, on peut le dater de son enfouissement entre 1475 et 1483. Ça, c'était pour le dépôt de fausses monnaies. Cependant, il y a aussi un deuxième dépôt que j'ai mentionné dans mon introduction, qui sont des véritables monnaies frappées par le pouvoir royal et dont on peut dater l'enfouissement au début du XVIe siècle. Il est beaucoup plus restreint, car on compte que 27 monnaies officielles. Tout est mis au nom d'un Charles, que ce soit Charles VII, Charles de France, donc frère de Louis XI et duc de Guyenne, Charles VIII, et une monnaie de François Ier, et celle-ci est encore avant. Donc ces monnaies à l'usure beaucoup plus marquée que les fausses, par exemple, je reprends cet exemplaire-là que vous voyez ici, et ces exemplaires-là, on peut quand même noter une usure beaucoup plus marquée, permettent d'avancer l'hypothèse d'un deuxième dépôt postérieur à celui composé de faux monnayage. Comme j'ai dit, elles sont mises au nom de Charles, leur usure en monnaie correspond à une circulation plus ou moins longue et permet d'avancer l'idée que ces monnaies peuvent provenir d'un même ensemble. Le total des liards et des hardis au nom d'un Charles donne 72 demi-tournois, soit 6 sous-tournois, là pour le coup une valeur ronde, mais très modeste. L'hypothèse d'une bourse perdue de peu de valeur, ou au moins de son contenu déposé au sein de la salle voûtée, n'est pas irréalisageable, mais ne peut pas être prouvée. Malgré tout, elle pourrait être le témoin d'un paiement d'un salaire journalier datant du début de l'époque moderne. En effet, la modeste valeur de cet ensemble pourrait être rapprochée du paiement à la journée d'un journalier. Cette pratique se retrouve en Normandie à la fin du Moyen-Âge, tout comme au début de l'époque moderne. Les monnaies de billon sont alors avant tout utilisées pour le règlement des salaires des journaliers. Concernant la valeur totale de ce monnaie, il n'est toujours pas possible d'estimer à quelle tâche effectuée cela correspond, mais sa modestie peut caractériser un travailleur relativement pauvre et peu qualifié. Concernant la date d'enfouissement de cet ensemble, bien que ce ne soit pas le plus aisé à définir avec précision, nous pouvons estimer autour des années 1520-1530. Un élément peut d'ailleurs renforcer cette datation, en lien avec l'hypothèse d'un paiement journalier, c'est qu'autour de 1520, le château de Dieppe connaît un actif mouvement de renforcement des fortifications afin d'adapter au progrès de l'artillerie. Une barbacane est construite pour protéger la façade sud-est afin qu'une nouvelle tour soit reliée au reste des fortifications. Cette période charnière de l'histoire du château a vraisemblablement entraîné l'emploi de nombreux ouvriers, donc certaines conditions modestes, et dont nous pouvons proposer l'hypothèse d'y voir ici un témoignage matériel. Ainsi, l'étude d'un dépôt de faux monnayage réserve à son coup sûr sur l'autre surprise, permettant d'entrevoir autant les procédés de fabrication et de frappe que la circulation monétaire n'est pas obtenue, est aussi une véritable porte d'entrée sur les réseaux parallèles au système officiel, où les fausses monnaies produites s'achètent
se vendent et se trafiquent. Ces éléments, associés au deuxième ensemble postérieur d'exemplaires officiels, permettent d'éclairer au final une période relativement peu connue de l'histoire de la ville de Dieppe, à savoir la fin du XVe siècle et le début du siècle suivant. Néanmoins, bien que cette étude soit aussi complète que possible, on peut exclure certaines limites. Tout d'abord, l'absence de sources et le manque d'informations sur le contexte archéologique de découverte du dépôt, bien sûr. Et ainsi la difficulté d'appréhender l'individu derrière cette saisie de fausse monnaie. Malgré ces limites, de véritables perspectives de recherche existent pour ce dépôt, si facilement à étudier, je dois bien l'avouer. En ce qui concerne le faux monnayage, il serait intéressant de se pencher sur l'étude des alliages et des métaux utilisés. Cela permettra à la fois d'obtenir la composition de la surface des monnaies, que ce soit avec l'argenture superficielle. D'ailleurs, le mot d'argenture peut faire référence à l'argent, mais aussi à l'étain, mais aussi du cœur de celle-ci, zone qui correspond à celle de l'alliage travaillé. Donc, au-delà, si cette analyse portait un corpus élargi de fausses monnaies datées du XVe siècle, peut-être, possible, mais peut-être, serait-il possible d'entrevoir des alliages métalliques spécifiques pouvant être mis en relation avec des ateliers distincts, notamment de la vallée de la Meuse. Et donc là, je vous ai présenté, juste pour l'illustration, parce qu'elle est jolie, le droit d'un foliaire au dauphin, qui pour le coup est quand même particulièrement un très bel exemple. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.